Bonjour, bienvenue dans le webinaire immobilier Patrimoine 24 en partenariat avec Wenimo. Pour cette nouvelle édition début 2025, nous avons le plaisir de recevoir 3 sociétés de gestion. Donc la société de gestion Gestion 21 avec Laurent Goville. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc Laurent, vous êtes cofondateur de Gestion 21 et gérant de portefeuille sur l'immobilier coté, on en parlera. Vous êtes un peu l'ovni de ce webinaire puisque vous allez être sur des thématiques un petit peu différentes que vos deux confrères. Nous recevons également la société Swiss Life Asset Manager France avec Julien Guillemet qui est directeur adjoint de la gestion et responsable des fonds grand public. Bonjour Julien. Bonjour. Et nous recevons la société MNK Partners avec Mansour Khalifé, qui est donc fondateur, président et gérant. Et donc, ça fait beaucoup de titres, ça. On dirait les généraux dans l'armée avec tous ces titres. Bonjour Benjamin. Bonjour Mansour. Je suis l'humble gérant. Pardon? Je suis l'humble gérant. Vous êtes l'humble gérant. Bon. Moi également. Alors, dans ce webinaire immobilier, on est mi-mars 2025 quand on tourne ce webinaire. Et l'idée, c'était de refaire un point un petit peu sur le marché, ce qui s'est passé, etc. Donc, on va parler de macroéconomie, on va parler de taux, on va parler de Trump, forcément, qui a un impact quand même assez significatif en ce moment sur l'environnement économique général, financier, mais aussi immobilier. On a appelé en préparant ce webinaire, on a dit immobilier vers une sortie de crise, point d'interrogation. Donc, dans un premier temps, avant de lancer la discussion, je vais vous demander brièvement, chacun, si c'est possible, de présenter vos maisons respectives et vos expertises. Julien, on va commencer par vous. Donc, si vous pouvez nous présenter, même si beaucoup de gens vous connaissent bien évidemment chez Swiss Life, mais nous représenter votre structure. Alors, rapidement, Swiss Life Asset Managers France et donc l'entité française du gestionnaire d'actifs Swiss Life Asset Managers, qui est un acteur pan-européen en gestion d'actifs, valeurs mobilières, immobilier et également infrastructure. C'est 290 milliards sous gestion et plus de, je l'ai noté, 2300 collaborateurs. Donc une grosse entité. Et surtout, on est présent. Ce qui fait la spécificité de Swiss Life Asset Managers, c'est l'ancrage physique qui est vraiment très précieux pour investir en immobilier. On est présent dans 16 des plus grandes métropoles européennes. Donc pour investir, pour gérer, c'est vraiment très précieux. Et ensuite, on a des solutions institutionnelles et grand public que je représente avec des SCPI, SC et OPCI. Merci beaucoup Julien. Clair, efficace. Mansour, est-ce que vous pouvez, on se tutoie habituellement, est-ce que tu peux nous représenter la société MNK Partners et vos spécificités? Alors effectivement, MNK Partners, nous sommes une société de gestion agréée par l'autorité de marché en France. On existe depuis 8 ans maintenant, on gère à peu près 500 millions d'encours sous forme de fonds professionnels. Donc c'est là où on a commencé la société dès notre agrément à gérer ce qu'on appelle du private equity immobilier avec un ADN très pan-européen, voire très international. Très récemment, on est revenu, du moins je suis revenu dans le monde des SCPI avec une nouvelle SCPI qui est Reason, qui a été lancée le 30 octobre. Ce qui nous caractérise chez MNK, c'est un ADN de gestion avant tout. Donc l'immobilier est une matière qu'on travaille, mais on travaille avant tout les cycles. C'est ce qui nous passionne. On a développé des outils de gestion quantitative, on y reviendra tout à l'heure. C'est globalement une trentaine de collaborateurs sur 5 bureaux en Europe. On a des bureaux à Londres, à Luxembourg, à Madrid, à Varsovie. Donc on essaye d'être au plus proche des marchés dans lesquels on investit. Voilà. Merci beaucoup Mansour. Et Laurent, pour finir, donc Laurent Goville, une présentation de la société Gestion 21. Oui, donc Gestion 21, ça a été créé avec mon associé Daniel en 2007, donc 18 ans, l'heure de la majorité. On était précédemment dans une structure que peut-être connaissent les auditeurs qui était Acofi Gestion. Donc on a développé 2 expertises, une expertise Action France et une expertise immobilière qu'on décline avec 2 fonds, un fonds qui s'appelle Immobilier 21, un fonds qui s'appelle OCC 21. Et l'ensemble de notre gestion est une gestion value. Value, c'est pas un gros mot, c'est un mot auquel on croit, un process dans lequel on croit. On ne sait faire que ça d'ailleurs, puisque ça fait 25 ans qu'on fait de la value. Et donc c'est voilà la carte d'identité de la gestion.
Merci Laurent. Alors déjà, je tiens à vous féliciter parce que vous avez tous tenu le timing de présentation. C'est pas toujours le cas. Donc déjà, je sais pas si vous aviez travaillé, mais en tout cas, bravo à vous. Donc effectivement, vous représentez des maisons tout à fait un peu différentes avec des expertises aussi très différentes. Donc ça va être effectivement vraiment intéressant d'échanger. Comme je le disais en préambule, hein, vous avez le droit d'être d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord, de vous contredire. Tout ça dans une ambiance bien évidemment conviviale. Donc l'immobilier vers une sortie de crise, grand point d'interrogation. Hein. Je vous rappelle cette hausse des taux inédite suite à la guerre en Ukraine, la hausse des matières premières, des taux qui ont monté à une vitesse qu'on n'avait jamais connue par le passé. Donc forcément, quand on reprend les cours d'économie que certains ont pu avoir pour beaucoup dans nos métiers, eh bien, qui dit hausse très forte des taux, dit impact très important sur l'immobilier. Donc il y en a certains qui s'en sont étonnés, mais finalement, si on avait repris nos cours, on s'en serait pas beaucoup étonné. Donc dans le contexte macro, on a vu ces taux qui ont fortement monté, et puis depuis maintenant un peu plus d'un an, les taux ont commencé à rebaisser gentiment, et puis on s'était dit tiens 2025 ça va être plus détendu, les taux vont se redétendre, donc très gros intérêt de revenir sur la classe d'actifs immobilières. Et puis patatras, on a Trump arrive, Trump fait des annonces incroyables qui retendent les marchés, qui refont monter les taux longs, qui créent des difficultés. Donc on est un peu perdu. Donc dans un premier temps, je vais vous demander un exercice qui est pas forcément évident, mais si vous pouvez nous dire un petit peu, vous faire un récap finalement de ce qui s'est passé et comment vous l'avez vécu finalement dans vos sociétés et sur vos produits. Et puis si vous avez un prévisionnel ou vous pensez que ce qui va se passer, et puis si ça ne vous impacte pas, vous avez aussi le droit de le dire, parce que parfois on dit non, moi ça m'impacte pas, voilà mes process, et donc il n'y a pas de raison que ça impacte. On va peut-être commencer par, je dire au hasard, j'alternerai, mais on va commencer par Julien sur cette question. Ok. Alors effectivement, c'est pas simple. Je suis. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Je pense que pour essayer de répondre, il faut dissocier les tendances de fond des tendances conjoncturelles qui sont très spécifiques. Tendance de fond, c'est quand même la baisse des taux directeurs des deux banques centrales, qu'elles soient américaines et européennes, et qui font baisser les taux courts. Voilà. Et parce que l'inflation est plutôt contenue, en tout cas c'était le cas, on va dire sur une tendance depuis un an et demi. Là effectivement, on a depuis peu une distorsion entre taux courts et taux longs, parce que effectivement l'impact des tarifs américains, les réponses de l'Europe. Il y a également aussi les investissements dans la défense qui vont générer des émissions d'obligations des États, qui vont créer de la demande obligataire, et les demandes obligataires va faire monter les taux longs. Ça, plus les attentes d'inflation à court terme, c'est ce que disait Christine Lagarde. Elle disait, je crois que c'était hier ou avant-hier, elle disait effectivement, si les imports européens aux États-Unis devaient baisser de façon assez substantielle, on pourrait voir à court terme un affaiblissement de l'euro et une remontée de 0,5 de l'inflation. Elle explique que c'est conjoncturel et que c'est trop tôt pour décider si ça doit remettre en cause la baisse régulière qui était une tendance de leur taux directeur. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment dissocier le conjoncturel qui est très spécifique sur le plan géopolitique et sur le plan de l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis, des tendances de fond des politiques des banques centrales. Voilà ce que je pense. Et après, je pense qu'on parlera des répercussions sur l'immobilier, où on avait quand même des bonnes nouvelles sur la stabilisation des valeurs d'expertise. Mais je pense que on en parlera un peu plus tard, j'imagine. On en parlera effectivement plus tard. Laurent, alors vous êtes sur de l'immobilier coté, donc c'est peut-être un peu différent. Quel a été l'impact pour vous? Quel est votre point de vue sur ce contexte, on va dire plutôt macroéconomique des taux? Oui, vous avez utilisé le mot crise. Alors c'est un peu un mot valise, parce que crise, on parle de crise au niveau de l'exploitation, on parle de crise sur la jambe capitale. Au niveau de l'exploitation, on a eu différentes séquences. Le Covid 2020, c'est une crise de l'exploitation des centres commerciaux. Et puis avec le vaccin, ça disparaît. Aujourd'hui, les centres commerciaux sont très recherchés et très attractifs.
Par contre, il y a une crise sur le bureau, et notamment sur le besoin de base ou la réponse aux besoins de base de loger des collaborateurs pour fournir un travail. Et là, il est en compétition avec le logement. Donc ça, il faut, je crois, bien séparer crise du compte d'exploitation et crise sur le capital. Ok, ce que l'on a connu sur le capital, c'est la reconstitution d'une prime de risque. La relation taux d'intérêt valorisation du prix des actifs, elle n'est pas si évidente que ça. Elle n'est pas systématique. Elle est fonction du niveau de prime de risque. Et donc, le dividende qu'on a eu ces 2-3 dernières années, c'est que comme on a baissé d'une quinzaine de %, on a reconstitué de la prime de risque. Ça, c'est sur le marché physique. Et sur l'immobilier coté, la spécificité, c'est qu'en plus, on décote, ce qui est une autre prime de risque additionnelle de 100 points de base environ. Donc, on a eu la reconstitution d'une prime de risque de 100 points de base liée à la baisse des valeurs d'actifs. Ça, c'est sur le marché physique. Et sur la cotation, on rajoute 100 points de base. Dit autrement, aujourd'hui, face à cette incertitude macro, tout le monde s'accorde à dire, d'abord, le pronostic des taux et des taux longs, c'est quand même toujours un exercice difficile. Bon, alors on a l'inflation qui peut nous aider à compenser les effets. D'ailleurs, on l'a vu. Beaucoup de Cassandre avaient dit les cachots vont s'effondrer sur les secteurs immobiliers cotés. Non, parce que concomitamment à la hausse des taux, il y a eu beaucoup d'indexations. Et compte tenu du fait que les taux d'occupation étaient élevés, l'indexation a pu être répercutée sur les loyers. Donc c'est ça qu'il faut distinguer. Il n'y a pas de systématique. Et aujourd'hui, ce que l'on vit, c'est que on a de l'incertitude, mais face à une prime de risque qui est reconstituée. Et ça, c'est très important. Et je dirais aussi à des marges de manœuvre des banques centrales. On est aujourd'hui, il y a un débat, notamment au niveau européen, sur ce qui est un taux neutre. Mais aujourd'hui, on n'est pas en territoire restrictif. D'accord ? On est donc c'est important d'avoir cette marge de manœuvre également sur l'évolution des taux. Donc tout ça pour dire que en univers incertain, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on ressent ? C'est les protections. Les protections, c'est la prime de risque, elle est commune aux cotés et aux non-cotés, et c'est la décote qui est la particularité aujourd'hui du côté. Voilà un petit peu. Et la traduction de ça, je termine sur ça, c'est que boursièrement, on voit que là, on vient de prendre 50 points de base à peu près sur les taux longs, en tout cas en zone euro, et on voit que le secteur fait zéro. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui regagné de l'indépendance, de l'autonomie face à la hausse des taux. Merci Laurent, c'est vrai que du coup pour votre partie vous êtes aussi dépendant de la partie marché financier, ce qui n'est pas forcément le cas de vos deux confrères dans ce webinaire. Exactement. Mansour, alors je dirais, du coup, même question finalement, même punition. Déjà nous on a une toute petite activité de gestion cotée sur l'immobilier coté. Donc on a aussi un pied sur les marchés financiers et on suit la macro d'assez près. Nous on a une lecture qui est alors déjà si on revient sur ce qui s'est passé, tout le monde explique l'augmentation des taux qui a eu un impact sur l'immobilier, mais j'ai envie de dire on aurait pu dans tous les cas voir venir l'augmentation des taux, pas au niveau où elle a été, mais on aurait pu revoir venir. Pourquoi ? Parce que l'inflation revenait après le Covid. Donc on s'est même posé la question conjoncturelle, structurelle, etc. Ce qui se passe, augmentation des taux, baisse des valeurs. Et à un moment, nous on l'a dit dès juin 2023, on a prévu, dans tous les cas dans nos analyses, on prévoyait un début de normalisation des taux en juin 2024. Est-ce que cela veut dire que les valeurs vont monter dès juin 2024 ? Bien sûr que non, et je pense que Laurent pourrait le confirmer. Il y a toujours, en fin de compte, nous, le signal du côté, et avec une latence, donne le signal du non-côté. Et globalement, on pense que l'accélération du marché viendra quelque part aux alentours du deuxième semestre. Après, à quelle vitesse, ça, c'est un autre sujet. Comment varie la macro? Alors nous, on est très positif sur l'Europe, on l'a dit dans nos convictions de début d'année. Alors on ne pensait pas que ça allait aller aussi vite, donc merci Monsieur Trump. Et ce qui est assez marrant, j'ai envie de dire, et tu fais bien de rappeler Benjamin qu'on est mi-mars quand on enregistre, c'est que le narratif change très vite. Et le narratif, effectivement, on se retrouve avec une Europe. Alors on était sur une Europe qui était le mauvais élève de la classe, pas une bonne économie, dans une récession, des taux qui allaient baisser, on savait pas trop dans quelle dynamique on partait. Et de l'autre côté, on avait les États-Unis, c'était la hype totale, une croissance économique et tout allait bien dans le monde. Et là, on inverse les scénarios.
On est sur une Europe qui finalement pousse devant elle de la croissance, alors pour des raisons qu'on pourrait discuter, réarmement certainement, du moins sécurité européenne, que ce soit sur la défense, que ce soit sur l'industrialisation, que ce soit sur la confiance aussi des consommateurs. Faut pas oublier qu'on a un taux d'épargne qui est très élevé par rapport à la moyenne historique en Europe. On est passé à 16% de taux d'épargne, ça représente 350 milliards, à un moment qu'il faudra réinjecter. Et donc finalement, on voyait les signaux arriver avec un DAX qui lui surperforme. Donc les signaux sont positifs sur une croissance européenne. Alors, sur les taux long cours, on a certainement plus de volatilité sur le taux long en Europe, certes. Voilà, ça bouge. Pourquoi? C'est normal, parce que les États s'endettent, ils s'endettent à long terme. Mais ça nous dérange moins parce que on pousse devant nous de la croissance. Il n'y aurait pas eu de croissance, ça nous dérangerait. Mais qui dit volatilité sur le taux long, et dit de la croissance, finalement, l'immobilier peut en bénéficier. Là où sur le taux court, ça envoie un signal très positif, de dire, on a plus de confiance pour avancer. A contrario, sur les États-Unis, et c'est là où je pense que le retour du higher for longer aux États-Unis, c'est-à-dire on a des taux longs qui, eux, à mon sens, resteront assez élevés, mais les taux courts peinent à descendre. On voit ce que disait la Fed encore hier. Là où le marché prévoyait 3 baisses cette année, finalement, il dit si on en fait 2, c'est la fin du monde. Donc voilà. Donc le point, moi, que je retiens et qui revient un peu sur ta question, Benjamin, c'est oui, il y a de plus en plus de volatilité sur les marchés immobiliers. Alors, nous, ça nous surprend pas, honnêtement, parce qu'on a toujours dit que les cycles sont de plus en plus courts et de plus en plus amples. Donc, il faut qu'on commence, nous, société de gestion, alors qu'on soit dans le domaine du côté ou du non-côté. Peut-être que dans le côté, c'est un peu plus facile parce qu'il y a plus de volatilité et plus de fluctuations des cours. Mais finalement, il faut qu'on intègre aujourd'hui dans notre narratif auprès des investisseurs que l'immobilier, c'est pas un long fleuve tranquille et ça bouge pas et ça fait que monter et ça ne baisse pas. Donc, je pense qu'on est dans une ère maintenant où, et même à ta question, en sortie de crise, de quelle crise? Et est-ce qu'on est vraiment sorti? Parce que probablement qu'on va sortir des impacts des taux longs, du moins des taux qui étaient élevés, mais on va rentrer probablement dans une autre crise prochainement, qui est d'avoir de la volatilité, donc plus de sélectivité. Voilà globalement comment on voit les choses. Merci. Si je reprends et que je synthétise ce qui vient d'être dit, globalement, on est plus dans une crise financière. Et quand je dis financière, ça peut être sur la partie marché financier, ça peut être sur la partie taux. Et finalement, l'impact qu'on a eu, tout le monde dit on est dans une crise immobilière, mais l'impact, il n'est pas dû à une récession économique où finalement les bâtiments, les locaux se videraient parce que l'activité est catastrophique et qu'on est en récession. En fait, c'est simplement dû à une crise financière, à de l'inflation qui a fait qu'on a dû monter très fortement les taux et qui a eu cet impact finalement sur notamment les valorisations et les transactions. Julien? Enfin, c'est vrai que c'est important et c'est normal de commencer en expliquant les sujets de volatilité de court au long qui sont un peu décontenançants actuellement. Je suis bien d'accord. Il faut quand même rappeler, c'est ce que disait Laurent, que l'immobilier a recomposé des primes de risque, qui est une grosse correction suite à la remontée très haute des taux directeurs post-Covid. L'immobilier a fortement corrigé et aujourd'hui, l'immobilier présente en Europe des points d'entrée qui sont très intéressants. Et notre conviction chez Swiss Life Asset Managers, surtout pour les fonds grand public actuellement, c'est que il faut aller dans les territoires, il faut aller dans l'économie réelle, il faut accompagner l'évolution du territoire sur le plan démographique, sur le plan de l'emploi et répondre à tout ce que ça engendre en termes de modifications sur la façon de consommer, de vivre et de travailler, et en étant granulaire pour apporter de la diversification. Et également investir aussi partout en Europe, pour aller, par exemple, l'Europe du Sud, qui est aujourd'hui peut-être un peu plus stable politiquement que peut l'être la France, et sur son niveau d'endettement aussi. Donc, l'immobilier permet de s'inscrire dans l'économie réelle, puisque c'est ce que rappelait Mansour, c'est que l'Europe, en termes de croissance, va bien, alors qu'hier, on était un peu considéré comme à la traîne par rapport aux États-Unis. Ça s'est vraiment retourné. Et je pense en plus que l'inflation, la volatilité américaine sur le marché est de bon augure pour l'Europe, parce qu'on va peut-être revoir un retour de capitaux pour venir se sécuriser sur des choses plus stabilisées en Europe, dans l'économie réelle. Voilà, économie réelle, territoire, décentralisation, c'est vraiment tout l'enjeu, et c'est ce sur quoi on investit aujourd'hui pour
pour le compte de nos investisseurs et ceux qui investissent dans nos fonds. Alors, vous avez réévoqué tous les trois, notamment le Covid. Est-ce qu'il y a encore un impact finalement du télétravail? On entend que certaines sociétés commencent à revenir sur le télétravail, à vouloir faire revenir leurs salariés au bureau parce que ils considèrent qu'il y a un manque de cohésion finalement des équipes parce que ils ne se voient plus, on fait plus la pause café. Donc, est-ce que vous le sentez? Est-ce que ça a un impact forcément du coup dans les investissements que vous pouvez réaliser? Est-ce qu'il y a des classes d'actifs sur lesquelles vous allez vous mettre à part et finalement à cause de ça, puisque là vous avez tous les trois un peu recité finalement le post-Covid, la hausse des taux, mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi le fait que certaines typologies de bureaux se sont vidées. Laurent, tu parlais des centres commerciaux. Quand on était pendant le Covid, les centres commerciaux c'était la catastrophe et si on n'était pas sur de l'alimentaire, tout était fermé. Donc est-ce qu'il y a encore un impact finalement du Covid et du télétravail? Laurent, Benjamin, parce que je crois que c'était service essentiel, non? C'est la notion. C'est ça, ouais. Bricolage, nourriture. Et à ce moment-là, effectivement, tout le monde était devenu fan de l'internet, sans vraiment comprendre pourquoi l'internet avait progressé d'une 30%, tout simplement parce que les autres étaient fermés. C'était pas et le marché a perpétué l'idée que l'internet allait être le nouveau mode de consommation. Depuis, l'internet s'est largement normalisé. Aujourd'hui, l'internet ne prend plus de part de marché sur le commerce physique. Donc effectivement, les temps changent. Sur les centres commerciaux, c'est une évidence. On a eu en 2020 la fermeture des centres, donc il n'y a rien de pire pour l'exploitation que fermer son outil de travail. Donc et puis avec le vaccin, et donc on a tout à fait normalisé les choses. Par contre, sur les autres typologies d'actifs, je serais tenté de dire c'est un petit peu la même chose, à l'exception malgré tout du bureau. Les pratiques demeurent. Elles ont fait naître l'idée d'utiliser son logement pour faire une quote-part de télétravail. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? On peut dire que quand même, d'abord c'est un impact qui va être long. Quand on regarde les différents cycles sur très long terme, la crise de 90, c'était une crise de l'offre. On avait produit en 3 ans 15% du parc. 15% du parc, sachant que la demande d'emploi tertiaire c'est 2% par an, il a fallu à peu près 7 ans pour digérer la crise de surproduction de 90, reprise du cycle en 98. Là, on n'a pas un problème d'offre, d'ailleurs, mais on a un problème de demande. On a une contraction de la demande. Cette contraction de la demande, qu'est-ce qui est le dividende actuel? Qu'est-ce qu'on a eu en 2024? C'est qu'on sait à peu près qu'on n'ira pas à 3-4 jours de télétravail. C'est-à-dire que la borne haute de télétravail a été atteinte. On ne sait pas si on va revenir à 0. C'est peu probable. Mais en tout cas, on ne va pas aller au-delà. Donc l'idée de l'impact du télétravail en intensité ne va pas augmenter, il est plutôt orienté à la baisse. Dans quelle mesure, c'est très difficile à savoir. Mais lorsque vous avez un besoin de base qui répondait, le bureau répondait à ce besoin de base et que d'un seul coup il est contesté à hauteur de 20% par un autre mode de consommation, 20%, ça met du temps à se digérer. Alors, la conséquence de ça, ça a été dans un premier temps une polarisation, donc sur tous les marchés, notamment européens, vous voyez des quartiers centraux à faible vacances et des quartiers hors non centraux, périphériques, qui ont pris toute la vacance. Donc la vacance moyenne ne veut vraiment rien dire. Vous avez un Paris qui est inférieur à 5 et une première couronne qui est très largement supérieure à 10. Donc ça, c'est la conséquence. Polarisation du marché. Est-ce que à un moment donné, on est allé au cycle de la polarisation? Aujourd'hui, on a des loyers à peu près, si on parle de Paris, sur les actifs très prime, autour de 1 000 euros. Ça correspond aussi à un effet rattrapage parce qu'il y a une vingtaine d'années, c'était à peu près 500 euros. Donc, si vous l'inflatez, mais je pense qu'autour de 1 000 euros, on peut pas aller beaucoup plus loin. Et ça veut dire que progressivement, on va avoir un étalonnage sur les autres zones. Vous êtes dans le QCA, ça vaut 1000. Vous êtes à 10 minutes du QCA, ça vaut 900. À 15 minutes à pied, ça vaut 800 et ainsi de suite. Avec un autre acteur qui n'est ni celui du Covid, ni celui du télétravail, qui est celui de l'ESG. Aujourd'hui, la façon un peu, même à toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire sur des zones à taux de vacances, si vous avez un immeuble certifié, vous êtes plus compétitif que si vous n'avez pas un immeuble certifié. Pourquoi? Parce que la certification environnementale attire les locataires, attire les investisseurs,
attire les financeurs. Notamment, vous voyez beaucoup de dettes obligataires avec des contraintes de certification. Donc ça, c'est le dividende de l'ESG. L'ESG a fait naître, l'économie financière a fait naître le triptyque localisation, localisation, localisation. Le triptyque ESG va faire naître le triptyque certification environnementale, certification environnementale, certification environnementale. Ça, c'est des éléments, d'accord? Donc moi, je pense que le bureau, ça va être un temps long. On a vu le précédent cycle, qui était un cycle d'offres, c'était 7-8 ans. Le cycle de demande, mais qui a à peu près le même impact en nature, fait que voilà, sur le bureau, je serai plus prudent. Sur les autres typologies d'actifs, on a des taux d'occupation qui sont à 95% ou plus. Je parle de la santé, de la logistique, des centres commerciaux, du résidentiel. Donc, on a une exploitation qui est très saine. On n'a pas de contestation du besoin de base. Donc là, ça déroule très facilement. Le bureau périphérique, c'est une autre question, voilà, avec des stratégies un petit peu différentes. Je peux ajouter quelque chose sur Bien sûr. Sur ce que développait Laurent quant à au nouveau triptyque certification. Je suis d'accord évidemment que la valeur verte est essentielle aujourd'hui dans toute stratégie de tous les gérants, etc. Et d'ailleurs, je pense qu'on commence à aller au-delà de si tu ne fais pas d'action vertueuse améliorant ton actif perdra de la valeur. Aujourd'hui, il y a des discussions de place en lien avec sur lequel nous on est partie prenante chez Swiss Life Asset Managers, en liaison avec les experts aussi, c'est de trouver des angles de valorisation très concrètes, d'hypothèses retenues pour dire si on atteint certaines performances énergétiques, etc. On a des biais qu'on peut prendre dans l'IRV, c'est-à-dire les valeurs locatives de marché qui peuvent être retenues, ou sur des taux dans un DCF sur des taux de rendement à la sortie, pour dire de façon très concrète que les valorisations de demain, la valeur verte, qui n'est pas simplement de dire si tu fais pas de travaux, tu vas perdre de la valeur, c'est d'aller beaucoup plus loin, d'être beaucoup plus ambitieux, exigeant sur l'analyse qu'on peut avoir sur la valeur verte, en ayant sur lequel tous les acteurs experts de la place s'entendraient, c'est de pouvoir prendre des biais justement sur tous les paramètres retenus par les experts aujourd'hui dans leurs différentes méthodes, que ce soit capitalisation, comparaison ou DCF. On travaille dessus parce qu'on pense que c'est une façon d'emmener avec nous aussi tous les investisseurs, et c'est également aussi d'emmener tous les locataires, c'est ce que rappelait Laurent. C'est une façon évidemment de capter, de pérenniser les locataires, et notamment pour les SCPI, la pérennisation des locataires, c'est clé pour stabiliser les taux d'occupation financière des SCPI et garantir des dividendes qui soient solides et dans la durée. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on pousse chez nous, et c'est ça qui crédibilisera nos actions d'investissement en CAPEX sur nos portefeuilles dans les années à venir. Merci Julien. Et du coup Mansour, je vais te replacer la parole, mais je rebondis là-dessus. Deux choses. Donc on parlait des bureaux, etc. Donc quid d'un gros sujet, alors qui n'est peut-être pas le plus important, mais qui polarise quand même les attentions. Notamment, c'est les tours à la Défense. Qu'est-ce qu'on va faire de ça, et combien de temps, si on peut trouver déjà des solutions de sortie, et puis combien de temps ça peut prendre. Et le deuxième point, par rapport à ce que vous évoquez sur l'ESG, est-ce que finalement, parce que ça va tellement vite maintenant, les réglementations, etc., qu'un bien qui était aux normes il y a 10 ans, il l'est plus du tout aujourd'hui. Donc est-ce que finalement, je crois que vous avez dans les CPI, notamment une obligation de détention de 5 ans minimum d'un immeuble, est-ce que j'ai pas intérêt à les revendre finalement tout de suite au bout de 5 ans pour racheter des bâtiments qui soient aux normes dans 5 ans? C'est une question ouverte. Je vais commencer par Mansour. Julien, je vois que vous voulez rebondir, mais comme je vais commencer par Mansour, mais vous pourrez bien sûr rebondir aussi. J'ai un avis là-dessus, et le débat est assez intéressant. Juste déjà pour revenir, juste un point sur le télétravail. Alors, nous, on pense dans tous les cas alors, il y a deux cas, du moins, il y a deux zones. Sur l'Europe, le télétravail fait partie des mœurs aujourd'hui. Donc, penser qu'on va revenir en arrière, je pense que c'est juste une illusion. Les jeunes d'aujourd'hui, ça négocie du télétravail de manière systématique, et ça fait partie pour eux, parce que en fin de compte, ils sont atteints la maturité en étant dans du télétravail ou dans du télé-study quelque part.
Donc pour eux, c'est normal de se mettre derrière un écran 2 jours par semaine ou 1 jour par semaine travailler. Et en Europe, ça s'est bien inséré. Là où aux États-Unis, effectivement, on a un autre comportement où c'est du 100% télétravail. Et le retour de ce que tu disais, Benjamin, le retour à l'entreprise aux États-Unis, c'est plus une façon de faire de l'écrémage au niveau des people. Ce qui est intéressant de voir sur le bureau, et je pense que pour moi, c'est un raccourci de dire que le bureau souffre parce qu'il y a eu du télétravail. C'est vraiment un raccourci. Le bureau souffre et continuera à souffrir. C'est pour ça qu'il faut adapter les stratégies d'investissement dans le bureau. Continuera à souffrir tant que, dans tous les cas, il y en aura toujours plus, le développement technologique implique plus de productivité. Et donc, finalement, une entreprise peut créer plus de chiffre d'affaires avec moins de mètres carrés de bureau. Et ça, c'est un élément qui est important. Et le bureau devient un espace d'échange, un espace où on va partager ses idées, on va venir se voir de temps en temps. Et après, quand il faut produire de manière seule, hop, on revient dans nos cellules à la maison. Par contre, et donc c'est pour ça que nous, dans nos stratégies d'investissement, on a toujours fait du bureau, on n'a jamais arrêté. Même quand tout le monde voulait plus en faire, on en a toujours fait. Par contre, on s'est dit qu'il fallait faire du bureau central, donc parce que les gens veulent y accéder par des moyens en transport, avoir des parkings de vélos, par exemple, des recharges de voitures électriques. Donc, la centralité sur le bureau est fondamentale aujourd'hui. On peut plus acheter du bureau dans la Pampa ou en 3e couronne en disant c'est génial, on a un 12 ans ferme avec Orange. Oui, ok, on a un 12 ans ferme avec Orange, mais dans 12 ans, qu'est-ce qui se passe avec le building? Deuxièmement, la surface. Donc, acheter du bureau 15, 20, 30, 40 000 mètres carrés, c'est aller contre l'histoire, parce que de plus en plus, les entreprises auront besoin de moins en moins de mètres carrés. Donc, il faut acheter du bureau, à mon sens, qui reste dans des surfaces acceptables, d'autant plus s'il faut aller en centrale, du moins dans les localisations centrales, ça coûte cher, donc automatiquement, il faut aller sur des bureaux qui sont de 2, 3, 4, 5 000 mètres carrés maximum, et le côté ESG qui est indéniable. Mais là où j'ai un tout petit bémol là-dessus, je reviendrai juste sur la SCPI parce que c'est un autre sujet. Mais le bémol de l'ESG, c'est qui paye à la fin. Donc, par rapport à une performance, donc il y a une performance verte qui est plus, j'ai envie de dire, éthique quelque part. Ce que je trouve intéressant dans l'ESG, dans le bureau, et qui attire de plus en plus les entreprises, c'est pour ça que les catégories A de bureaux vont attirer, les entreprises sont prêtes à payer plus cher le loyer. Pourquoi? Parce qu'on a moins de charges. Tout simplement, l'efficience énergétique, elle n'est pas sur le côté éthique, elle est plus sur l'économie de charges, les charges locatives qu'on pourrait avoir. Et ça, c'est un élément qui est fondamental et qu'on voit de plus en plus. Donc le bureau, pour nous, n'est pas mort, mais il faut adapter la stratégie par rapport à ça. Alors, à la SCPI, il faut faire attention, parce que faire des capex dans une SCPI, c'est dangereux, parce que la SCPI doit servir du rendement. Et si je commence à faire des capex sur un immeuble, alors certainement, j'aurai des super immeubles, labellisés éventuellement, mais derrière, d'un point de vue financier, à moins d'aller négocier un surplus de loyer, là on va décrocher les rendements. Donc c'est pour ça que nous dans nos stratégies, on va plus aller chercher des immeubles qui répondent à une logique environnementale la plus récente connue, ou derrière aller faire ce qu'on appelle du quick win avec le locataire, parce que un immeuble pollue dès lors qu'il y a un occupant dedans. Si on vide l'immeuble, la pollution elle est quasiment neutre. Et donc ce qui pollue, c'est l'occupant. Donc travailler intelligemment avec le locataire, ça coûte pas trop d'argent et ça permet dans tous les cas d'améliorer le rating énergétique de l'immeuble pour éviter dans tous les cas la décote qui est plus tard. Donc voilà, donc le bureau pour nous c'est pas mort. Il faut pas ça va prendre du temps. Ça a toujours pris du temps. Quand je dis à mes enfants que j'ai commencé à travailler dans un bureau fermé et je fumais dans mon bureau et ils me regardent avec des yeux comme si j'étais un alien, je pense que c'est le bureau d'aujourd'hui. Il reviendra pas comme il était et il faudra s'adapter là-dessus. La taille est très importante, la localisation, on l'a toujours dit, localisation. Et le l'ESG, c'est le locataire qui doit le porter. Parce que si nous, bailleurs, on porte l'ESG avec des CAPEX, on va détruire de la valeur systématiquement. Qu'est-ce que vous appelez CAPEX? Parce que, pardon, je te redonne la parole. C'est les travaux de rénovation. D'accord, c'est important pour que les gens qui ne connaîtraient pas le terme, voilà. Benjamin, c'est des travaux qui ont vocation à créer de la valeur. D'accord. Ou pas, oui. Ça dépend de quoi on parle. L'idée c'est quand même remplacer une clim, ça crée pas de la valeur, on est d'accord. Simplement comme ça, non. Mais justement, quand ça s'inscrit dans une cohérence, dans une logique de
de rationalisation des charges par le biais de meilleures performances énergétiques. Là, il y a une passerelle évidente avec la valeur et c'est tout l'intérêt justement Probablement, mais attention à l'équation financière. Attention à l'équation financière, parce que on met beaucoup d'argent à un instant T pour rendre très beau la coquille, mais à un moment, comment on récupère le flux? Et c'est pour ça que c'est fondamental d'avoir une stratégie de valeur verte. Alors évidemment, investir sur des actifs qui sont pour la SCPI, parce qu'il n'y a pas que la SCPI aussi, on a des fonds total return qui ont aussi une vraie vocation, comme l'OPC aussi, à faire de la performance en capital. Mais si on devait rester sur les SCPI, effectivement, la finalité première, la genèse première, c'est de délivrer des flux locatifs sécurisés, etc. Donc nous, quand on investit, on va regarder les actifs qui sont les plus à même donc de distribuer des flux locatifs les plus sécurisés. Donc on regarde la solidité des locataires de façon très forte pour délivrer ce qui est fondamental, c'est délivrer des flux sécurisés. Mais on ne regarde pas que ça, c'est-à-dire qu'on regarde aussi le foncier, c'est-à-dire qu'on va il y a deux temps en fait. Il y a la capacité à délivrer des flux et c'est ce que disait Mansour d'ailleurs, c'est ne pas acheter des actifs pour lesquels on achète un bail et une fois que vous citiez Orange, mais ça peut être n'importe quel autre locataire. C'est un exemple. Hein, je sais, c'était un exemple. C'était de ne surtout pas acheter des actifs qui n'ont pas une capacité, dont le foncier n'aura pas une capacité à s'adapter dans son environnement futur et pour lequel il sera justement pas possible d'investir parce qu'il y aura pas, le foncier répondra pas à un besoin et il sera pas. C'est pour ça que nous, on fait de la compréhension des territoires la clé de notre stratégie. On investit dans les territoires qui sont une vraie dynamique démographique, d'emploi, et on achète dans les centres-villes pour avoir les fonciers qui délivrent aujourd'hui des flux, mais qui demain sauront s'adapter et parce qu'ils seront incontestablement bien placés et seront dans la dynamique de l'évolution de l'agglomération dans laquelle on investit. Et ça, c'est fondamental. Et le vert, investir dans le vert, dans ces fonciers-là, parce qu'évidemment, on ne va pas investir dans des actifs qui ne répondent pas à une demande, ça c'est évident, c'est une perte de valeur structurelle, ça on le fait pas, mais investir dans des fonciers qui répondent à des besoins de par la compréhension des territoires qu'on peut avoir partout en France et également en Europe. C'est ça vraiment. Merci. Si je peux me permettre. Oui, vas-y Laurent. Ouais, Benjamin. Mansour faisait allusion que l'immobilier coté était toujours un peu en avance dans le cycle. Je pense que sur le ESG, il l'est aussi, puisque quand on avait les dernières données en termes de surface certification, vous voyez sur l'immobilier coté en zone euro, il est à peu près 2/3 des immeubles sont certifiés. Après, on peut discuter du niveau de certification, mais j'ai cru comprendre que les statistiques de l'OID, c'était 25-30%. Donc on est très en avance là-dessus. Mais moi, je pense surtout que c'est un monde que je connais moins, celui de la SCPI, mais j'ai compris que c'était des clients de long terme. Et l'ESG, c'est l'intégration de la durée. L'ESG, ça réhabilite la durée. Donc c'est pour ça que je pense que la SCPI, c'est leur intérêt, même si ça coûte sur le rendement. D'accord, mais là, l'idée de l'ESG, c'est réhabiliter la durée. Et nous, on n'oppose pas l'ESG, la performance ESG, de la performance financière. On fait d'abord, notre mandat, c'est de faire de la performance financière, mais on intègre l'ESG et on a une chance sur l'immobilier. Sur l'immobilier, c'est vrai que de beaucoup de secteurs, l'ESG c'est un coût et souvent il n'a pas été vendu comme ça. Mais sur l'immobilier, comme le disait, on peut intégrer ce financement. Pourquoi ? Parce que ça garantit un niveau d'exploitation. Je pense qu'il faut prendre le risque au niveau du taux d'occupation et non pas au niveau du taux de capitalisation, parce que le taux de capitalisation est une donnée trop sensible et trop. Moi, je milite pour le prix au mètre carré. Vous savez que moi, je pense que le malheur du marché de l'investissement, c'est que il résonne en taux de capitalisation et pas en prix au mètre carré. Alors ça lui permet d'être un plus sachant que le marché des usagers, qui est celui du résidentiel classique, mais ils sont tellement bons que, grosso modo, ils ont plus de volatilité. Donc à un moment donné, si vous avez un outil qui procure plus de volatilité, il faut en changer. Donc moi je suis pour le prix au mètre carré, parce qu'un taux de cap, vous passez de 4 à 4,5, vous n'êtes même pas rendu compte que vous avez peut-être perdu 15% de la valeur. Donc mais pour moi c'est déterminant, c'est-à-dire que l'ESG, c'est la durabilité, et c'est un taux d'occupation qui est plus sécurisé, d'accord, et qui doit être pris en compte dans la valeur de l'expertise, puisque nos métiers, en tout cas les métiers de ceux qui détiennent des actifs en direct, moi je ne détiens pas d'immeubles en direct, je détiens des sociétés dans mes fonds qui détiennent des actifs, c'est d'avoir en permanence un actif qui répond à la demande du marché. Donc c'est pour ça que je pense que c'est quand même
important et on a cette chance pour prendre des initiatives, par exemple sur la logistique. Il y a Argan qui a fait un entrepôt autonome et qui arrive à financer du photovoltaïque avec des batteries, parce que vous savez que l'énergie, il faut pas simplement la produire, il faut la stocker pour pouvoir la reconstituer quand on en a besoin, s'en servir quand on en a besoin. Et ça se fait dans un équilibre économique qui est tout à fait bon, à la fois pour le locataire et pour le propriétaire. Donc c'est ça qui est important, c'est de trouver l'équilibre économique. Et je pense que sur l'immobilier, réellement, parce que c'est un actif long, c'est un actif qui, justement, l'ESG s'imprègne très très bien de cet actif long. Voilà. Moi, j'ai vu que tu allais répondre et je rebondir, je vais te donner la parole. Juste, et je voudrais, on focalise dessus et vous êtes peut-être pas du tout concerné. Moi, je passe très souvent à côté de la Défense. C'est un chantier à ciel ouvert. C'est-à-dire que on continue soit à réhabiliter, soit à construire de nouvelles tours. Pour autant, tout le monde explique que ces tours, elles sont vides. Est-ce que vous avez, même si vous n'êtes pas impacté, qu'est-ce qu'on peut faire demain de ces tours-là? C'est-à-dire que on a dit que c'était fini les grandes surfaces avec des banques ou des grands assureurs ou des grands cabinets de conseil qui logeaient 5, 10, 15 000 personnes. Est-ce que alors j'ai entendu que beaucoup toute la partie scolaire éventuellement pouvait être intéressée pour intégrer ces tours. Moi j'avais une idée, je suis pas sûr qu'elle soit viable, mais c'était de faire des fermes verticales pour consommer local. Donc on va produire ses carottes et ses poireaux finalement dans les tours à la Défense. Je sais pas si c'est viable, si c'est possible. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces bâtiments et pour autant ils continuent à en construire. Et puis je vous demande très rapidement parce qu'après il faudra qu'on avance sur le scénario un peu 2025 et sur vos actualités pour tenir le timing. Donc Mansour, j'ai vu que tu voulais réagir. Oui. Oui, moi je voulais réagir. Bon, le tour de la Défense, on en avait déjà parlé. C'est un sujet qui est assez complexe et qui remet dans tous les cas la nécessité de lire l'immobilier par rapport aux usages et au développement démographique. Ça c'est un point qui est indéniable là-dessus. Je veux juste revenir un tout petit peu sur la partie où la valeur verte. Il est indéniable aujourd'hui parce que c'est rentré dans les mœurs. C'est même plus une obligation, ce que j'appelais l'obligation éthique. Il est indéniable parce que aujourd'hui le côté vert est rentré dans les mœurs de tout le monde, alors que ce soit au travail, à la maison, etc. Donc, avoir de l'ESG, j'ai même envie de dire, on n'en parle même plus, nous, d'un point de vue marketing, ça va de soi. Par contre, là où il faut faire attention, c'est qui paye à un moment. Est-ce que c'est le bailleur, est-ce que c'est le locataire, ou est-ce que c'est l'État? Donc, l'État a dit, je renvoie le sujet entre le bailleur et le locataire, et finalement, il faut trouver une équation qui reste la plus possible équilibrée entre les deux pour la création de valeur. Parce qu'il y a un autre phénomène, c'est que autant il y a 10 ans, quand on n'avait pas vraiment de SG au niveau qu'on en a aujourd'hui, alors si tu avais un immeuble qui sortait du lot et qui était certifié, automatiquement il avait une prime qui était plus importante. Pourquoi? Parce qu'il sortait du lot. Et maintenant, si on a 2/3 des immeubles qui sont certifiés et on va dans ce sens-là, demain, il y a plus de primes à l'ESG parce que c'est rentré dans le mœurs. Donc, est-ce qu'il y a une vraie création de valeur par l'ESG ou est-ce que c'est juste attention, si on ne l'est pas, on va détruire de la valeur, et nous, c'est plus de ce côté-là qu'on se positionne. Mais par contre, ce que je disais en parlant des SCPI, mais on peut en parler sur tous les fonds, c'est attention, c'est qu'à un moment, quand on met du capital, c'est quand on met du capital, il faut qu'il y ait un return derrière, donc il faut qu'il y ait une rentabilité de cette equity, de ce capital, et la partie verte a une rentabilité qui est très très longue. C'est pour ça qu'on dit il faut surtout pas détruire de la valeur, mais c'est un juste équilibre. Donc en mettre trop de rénovation des bâtiments, à un moment ça peut effectivement, alors en ce qui concerne nos stratégies à nous, ça peut détruire de la valeur. Et c'est pour ça, juste pour rebondir à ce que disait aussi Laurent, c'est que l'immobilier doit être adapté, c'est qu'on peut plus faire l'immobilier à la papa comme il y a 40 ans en disant on achète des immeubles, on les garde pendant 50 ans en portefeuille, on fait les travaux et ça avance. Donc il commence à y avoir des stratégies très différentes, il y a peut-être des stratégies value-add qui vont transformer les immeubles en y intégrant de l'ESG et après nous les fonds un peu plus longs, ce qu'on appelle des SCPI ou autres, on va récupérer des actifs qui sont déjà compliant et on va les détenir. Donc il faut aussi adapter nos stratégies par rapport à cela. Pourquoi? Pour éviter de tomber dans la case où le dernier qui a l'immeuble est censé faire énormément de travaux. Donc voilà, ça c'est le point de rebondissement. Après, juste 2 mots, je suis pas un grand spécialiste de la défense ni du marché français parce que on a une approche très pan-européenne finalement chez MNK.
Moi, juste comme ça, hein, en être humain qui regarde ça, je me dis, bah oui, aujourd'hui, qui a envie d'aller travailler dans des tours à Paris, qui est aussi l'économie française souffre un peu. On va voir dans quelle direction elle va partir. Avec effectivement le télétravail, bah oui, on a du mètre carré sur les bras. Ça coûte cher en rénovation. Donc les nouvelles qui sortent de terre probablement sont très attractives, mais les anciennes, il faut les rénover. Ça coûte cher. Dans certaines, on prenait par exemple la tour Montparnasse qui pendant des années, alors c'est pas la Défense, hein, je précise, mais qui pendant des années a été désamiantée et ça a coûté extrêmement cher. Donc oui, c'est un vrai sujet de passage d'un temps à un autre sur des gros volumes. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, nous, aujourd'hui, quand on investit, on préfère aller sur des petits volumes. C'est plus simple de travailler sur un immeuble de 5000 mètres carrés que sur un immeuble qui en fait, je sais pas, 30, 40 ou 50 000. Merci Mansour. Quand on parle de défense, on parle pas du sujet qui est porté par nos pouvoirs publics en ce moment, hein, je tiens à préciser, sur lesquels on veut faire investir les Français. On parle bien des bureaux en périphérie parisienne. Un petit point peut-être, Julien, sur la défense, avant de basculer sur la prochaine question. Non, Mansour a dit l'essentiel. Je pense qu'il y a un enjeu. On disait que le bureau de demain, il s'inscrit pleinement dans les centres-villes. Pour amener des services et donner envie aux salariés de retourner dans l'entreprise. La défense a ce grand challenge-là, c'est de ramener de la mixité, ramener de la proximité des services, ramener de la chaleur humaine. Donc il y a tout un projet pour moi de rénovation qui est bien au-delà du bureau, de l'aménagement d'un bureau en tant que tel. C'est vraiment repenser la défense comme une ville à part entière pour qu'elle soit vraiment compétitive et pour qu'elle puisse pallier la décentralisation, parce que le télétravail fait que les gens ont envie de travailler dans des villes périphériques, et la défense ça met en exergue un peu la froideur de la défense par rapport à ça. Donc il faut que la défense redonne envie de s'inscrire dans ce schéma-là, ouais. Laurent, tu as pas de point. Tu as le droit de dire que t'as pas de point de vue là-dessus. Hein. Non, mais là, pour moi, la défense a toujours été un marché de débordement. C'est-à-dire qu'on y va c'est un marché de forte croissance. C'est-à-dire, il y a besoin vraiment de croissance pour du coup, parce que là, il y a une réponse quand même, parce que c'est difficile de trouver quand même 50 000 mètres carrés dans le QCA, quoi. Hein. Pour l'instant, en tout cas, c'est un petit peu compliqué. Donc, effectivement, si vous êtes une grosse entreprise, c'est une proposition. Si vous êtes en développement, donc c'est déjà le premier sujet. C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui on a une thématique croissance qui fait qu'on a ce besoin-là. Après, bien évidemment, l'attractivité même si c'est un lieu qui est connecté, hein, il répond à un premier cahier des charges, il est connecté, mais il n'est pas forcément sexy dans sa consommation, comme toutes les logiques d'esplanade. Immobilièrement, il y a très peu d'esplanades qui fonctionnent. Hein. C'est toujours un lieu c'est très compliqué de faire des esplanades. Donc c'est souvent ça un petit peu le diagnostic. Après, la défense enregistre quand même des quelques résultats sur le plan locatif. Il n'y a pas que parce des que mauvais c'est pas cher. À un moment donné, tout a un prix. Si vous voulez, globalement, la décote de la défense par rapport au QCA, c'est-à-dire, vous aviez un loyer QCA à 600, 700 euros, la défense était à 450, 500 euros. C'est-à-dire, il y avait 30% d'écart. Aujourd'hui, on n'est plus passé à ça. On est quasiment à 60% d'écart. 70%. Donc là, les soldes attirent toujours un peu de monde, même si quel que soit, donc, bien évidemment, il y a des opportunités locatives pour ceux qui arrivent à vendre cette idée, mais c'est vrai qu'on est arrivé à des niveaux de loyer aujourd'hui sur la défense, du fait même de cette compétition, hein, et qui fait que les gens sont susceptibles de regarder, parce que malgré tout, il y a des atouts, notamment de connexion. Hein. Ah bah oui, voilà. C'est un hub de transport. De hub de transport, exactement. Mais ça reste certaines catégories d'entreprises. Hein. Certaines catégories. Oui, bien sûr. J'ai un chef d'entreprise qui a été obligé de déménager et donc il est parti à la Défense. Aujourd'hui, il a 9 ans. Sur 9 ans, il a 5 mois de franchise par an pendant 9 ans. Donc c'est considérable. Je veux dire, et donc effectivement, comme le disait Laurent, le prix aujourd'hui est dérisoire en termes locatifs. Et finalement, sur des immeubles qui sont tout neufs, etc., ils y sont très bien.
mais il a eu 5 mois de franchise pendant 9 ans, donc c'est assez considérable. Juste pour avant la prochaine question, je revenais sur la partie ESG, vous en avez beaucoup parlé. En tout cas, ce que nous on voit chez Wanimo et avec les conseillers en gestion de patrimoine avec qui on travaille et qui commercialisent les SCPI, on n'a quasiment pas de demande des clients finaux. C'est-à-dire que l'enjeu ESG, il est pas au niveau du client final, même si on va tous avoir notre petite conscience entre guillemets écologique, environnementale, mais sur la partie investissement, rendement, aujourd'hui, sur les 6 derniers mois, j'ai eu 2 demandes de SCPI article 9 ou de SCPI qui investiraient de manière sociétale, environnementale. Donc c'est pas la demande des clients aujourd'hui, très clairement, hein, on le voit. C'est plus imposé par c'est tout à fait normal, Benjamin. Surprenant. Benjamin, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'on a fait de ce sujet-là. Non, mais déjà de ce sujet-là, c'est Shadowkin. C'est-à-dire, on n'a pas abordé ce sujet-là sur le sens. Hein. Moi, je dis toujours, ma génération a eu peur de la panne d'essence. La génération de nos enfants a peur de la panne de sens. Bon, mais on a fait un sujet où on a multiplié la data dans tous les sens, et c'est pour ça que nous, on est très attachés à un seul indicateur. Il se trouve que le fonds est labellisé, mais c'est pas ça l'important. C'est comme l'économie financière, au bout d'un moment, décante et a 2, 3, 4 indicateurs, l'économie ESG doit avoir 2, 3. Alors, on croit beaucoup à la taxonomie, ouais, mais on en a fait, il y a des critères dans tous les sens. Donc, au bout d'un moment, vous perdez, vous pouvez avoir, à un moment donné, des croyants, mais c'est des non-pratiquants parce qu'ils en peuvent plus. Et qui plus est, la contestation aussi, c'est que il y a eu une confusion de mandat. Ce qui est très important, c'est le mandat. Il y a eu des fonds qui avaient un objectif de performance financière, mais qui ont fait de l'ESG et ça s'est mal traduit en termes de performance. Donc les clients n'ont pas compris quel était votre mandat. D'accord. Donc tout ça, c'est en plus à un moment où les valeurs croissance qui étaient plutôt ESG compatibles marchaient bien en 2020 ou avant avec les taux bas. Et donc tout ça a créé un écosystème non transparent, c'est quand même un des paradoxes, et qui fait que ça a plutôt fait rechigner les gens sur. Mais ce qu'il faut garder comme idée, c'est que il s'agit pas c'est pas un marché de la bonne conscience comme souvent il nous est vendu, parce que ça m'irrite, le marché de la bonne conscience. Je me méfie terriblement de ça. Je dis simplement, est-ce que ça fait sens? Je pense que s'interroger sur la durabilité de ces actifs via l'ESG est intéressant. D'accord? Sur la méthode. Le résultat, c'est autre chose. Déjà, sur la méthode, s'intéresser. Vous allez dire, par exemple, on avait ça dans l'économie, dans l'écosystème financier. À un moment donné, on a eu la culture via les créances immobilières américaines qui est allée faire des DCF. Ah, super, les DCF. Discounted cash flow. On parlait de cash flow, on parlait de taux d'actualisation des cash flows. Mais, je veux dire, quand vous prenez un loyer que vous le divisez par un taux de capi, vous faites une DCF. Mais les cash flows sont stables. Voilà. Mais vous faites déjà une DCF. Vous n'avez pas besoin des Américains pour faire ça. Donc, et la méthode par comparaison, vous allez chercher un taux de capi par comparaison. Donc, on arrête tout ça. On fait rien de compliqué. Et je crois que, mais la DCF avait un intérêt, c'est qu'elle faisait une analyse plus ligne à ligne d'un certain nombre de postes. Et donc, la DCF n'était pas intéressante par le résultat. Elle était intéressante par le regard qu'on portait sur l'actif. Et le ESG, c'est pareil. C'est intéressant parce que ça pose des questions. Les réponses sont souvent pas intéressantes, c'est les questions qui sont intéressantes. Et donc, ça pose des questions. C'est ça qui est intéressant dans le ESG aussi. Ouais, mais à la fin, ce qui intéresse l'investisseur, et il n'y a rien de surprenant dans ce que tu dis, Benjamin, nous on discute avec les CGP tous les jours, à la fin, c'est qui paye. Hein. Je suis désolé, on peut se faire toutes les philosophies du monde, on peut expliquer par toutes les méthodes du monde, à la fin, c'est simple. Nous sommes tous des épargnants par ailleurs, hein. Nous sommes tous personnels des épargnants, et on voit bien à la fin, c'est qui paye. Celui qui va le plus payer, c'est celui qui aura à la fin un actif qui n'est pas approprié à la demande. Non, c'est celui qui n'est pas dans sa bonne stratégie, c'est celui qui va payer. Parce que si ma stratégie c'est de faire du value add sur le ESG, très bien, j'irai faire du value add sur le ESG. Mais si ma stratégie c'est de servir de la rente sur le long terme, à moi d'être aussi agile et de ne pas attendre l'obsolescence d'un immeuble. Oui. Donc c'est là aussi où l'équation doit être mise en place. D'accord. Je suis d'accord que la performance et c'est ce que disait Benjamin, rappelait Benjamin, c'est que l'attrait de la performance reste central, et ce que je dis. On parle de c'est le plus important, c'est pas que mais pour autant, c'est le plus important aujourd'hui. Bien sûr, c'est évident, mais pour autant, il faut, parce que les porteurs de parts le savent bien, il faut avoir une histoire à raconter pour pérenniser cette performance. Et ils savent très bien, les porteurs de parts, que à un moment donné, il faut investir
pour garder des actifs qui soient captifs et notamment au titre des attentes des utilisateurs et des exploitants sur le plan ESG. Donc c'est une composante, mais il faut que cette composante ESG soit intégrée dans la stratégie globale de valorisation et de pérennisation des actifs pour qu'ils restent captifs et permettent de pérenniser de la valeur. On peut pas faire de l'instantané. Parce que sinon, on explique qu'on achète des actifs, on achète des baux. Je suis d'accord. Voilà. Il faut l'intégrer. Mais il faut faire très attention comment on l'intègre. Il faut pas pousser le bouchon jusqu'au bout. Et quand on parlait du désamour ou que les investisseurs n'en demandent pas, il faut aussi se poser la bonne question parce qu'il faut arrêter de faire du greenwashing à tout va. Hein, c'est ce qui a été fait quasiment en plein Covid. Moi, je m'en rappelle encore. Comme par hasard, on avait des fonds qui étaient labellisés comme des champignons. Hein, ça sortait de partout et 2 ans après, 80% ont été déclassés. Donc le point, c'est qu'il faut juste être sérieux par rapport à la matière. Nous, quand on est gérant immobilier, je veux dire, l'ESG, on peut pas très vite se mettre une casquette ESG. Il faut des ingénieurs en interne, des gens qui comprennent les immeubles, comment ça fonctionne, quel est le coût derrière et comment on l'intègre par rapport à nos stratégies d'investissement. C'est exactement ce qu'on dit là-dessus. Et arrêter de faire du greenwashing. Et je pense que les gens ne veulent plus qu'on leur parle de ESG. Alors, on parle même pas des Américains. C'est qu'aujourd'hui, on leur dit, OK, c'est ESG. Il dit très bien, combien tu me donnes à la fin? C'est ça qui compte. Donc, à nous, après, d'aller adapter nos stratégies en fonction des lectures. Parce que, non, il y a juste un point, c'est qu'il faut pas demander à l'investisseur d'être lui-même le gérant. Donc c'est pas à lui de faire sa sélectivité par rapport à l'actif. Moi, par rapport à ce que je lui propose et à la stratégie, c'est à moi d'adapter mon portefeuille pour qu'il reste toujours dans une valorisation acceptable de marché. Et si je dois en passer par une intégration de ESG sur tel et tel actif, je le ferai. Je le ferai parce que c'est mon métier. Mais moi, Mansour, je connais très mal l'univers. Et après on passe à la partition. Parce que je connais très mal l'univers des SCPI. Je connais très mal l'univers des SCPI, je partage une certaine structure. Mais c'est pas que les SCPI, Laurent, c'est tous les fonds confondus. Non, mais oui, mais sur le côté, on a déjà intégré ce sujet-là. Bon, mais je crois quand même que d'abord, de quelle performance on parle? On parle de la performance de cette année, on parle de la performance qui correspond à la durée de votre passif, et je comprends que sur les SCPI, les clients restent 10-15 ans. Donc, et il me semble que donc c'est plutôt bien de développer un modèle de performance qui correspond à la durée de vos clients, de détention de vos clients. Et donc, si on parle d'une performance à 10-15 ans, j'ai bien peur que on sait que c'est un facteur de liquidité et on sait aussi que la SCPI, ce n'est pas sa qualité première. Comme l'immobilier coté, sa qualité première, c'est la liquidité, mais c'est pas la volatilité, d'accord? Chaque modèle a ses inconvénients et ses avantages. Il s'agit pas de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Il s'agit de constater les faits. Et donc, voilà, vous avez un passif, vous avez des clients qui sont supposés rester longtemps, vous avez des actifs dont la valeur temps ESG sans action va se réduire, et donc je crains un risque de liquidité croissant, même si il a un petit coût sur le rendement, même si ça coûte sur le rendement. Donc moi je pense que c'est aussi un outil de gestion de la liquidité, parce que comme vous l'avez dit, Mansour, quand dans 10 ans tous les actifs, 90% des actifs seront certifiés dans l'ESG, je pense beaucoup au E, et je pense pas forcément au label, qui est un panneau de signalisation comme un autre. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Le label, c'est une analyse multicritère. Donc, grosso modo, on met des choux et des patates. Ça va très bien pour la ferme de Benjamin, mais c'est pas super, quoi. Je veux dire, on mélange tout. Il faut prendre un ou deux indicateurs qui fait sens. Et je crois que, on l'a vu là, depuis 12-24 mois quand même, il y a des sujets de mettre des clients en face des actifs en leur vendant une liquidité qui n'est pas structurelle. Donc je pense qu'il faut progresser dans la CPI sur avant le rendement, c'est comment je fais pour améliorer ma liquidité. Et je pense que l'ESG est une réponse maintenant c'est pas la réponse en tous les cas. Elle en fait partie, mais c'est pas. Elle en fait partie. Je pense que la SCPI est un autre sujet. La liquidité des SCPI, à mon sens, est un autre sujet, et c'est pour ça qu'il faut adapter aussi ces stratégies. C'est un élément. C'est fondamentalement un élément, mais attention. L'élément de la liquidité de la SCPI, c'est surtout pas de caler son achat sur la durée du passif. Parce que si mon passif est de 15-20 ans et que j'achète pour 15-20 ans, alors là, je peux essuyer tous les cycles du monde et avoir des actifs obsolètes. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut adapter sa stratégie, et qu'aujourd'hui, des gérants, qu'ils soient de SCPI ou de fonds d'investissement, je mets les foncières de côté, et tu as raison, c'est que derrière, il faut qu'on commence à acheter au regard
à l'entrée. Il faut regarder l'ESG à l'entrée. Il faut pas le regarder à la sortie. Il faut le regarder à l'entrée de l'acquisition. Ça sert à rien de dire j'achète un actif et je vais le rendre ESG. Ça, c'est une autre stratégie. Mais si je veux si je veux pas prendre de risques sur le capital, ni sur la rente ou le rendement, le dividende qui est versé, ben j'ai intérêt à acheter des actifs qui sont ESG à l'entrée. J'en améliore légèrement leur ESG durant la vie de fonds et je les détiens pendant un cycle qui permet derrière de trouver une liquidité. Et ça, c'est la règle de base. Hein. On est d'accord. Donc à l'actif, vous avez des actifs qui, avec un objectif. Faire un webinaire ESG. ESG. Non. Je lève la main. Il va falloir qu'on se réunisse sur cette partie-là parce que j'ai l'impression que sinon la discussion pourrait durer bien trop longtemps sur cette thématique. On pourra peut-être réorganiser un webinaire que sur la partie ESG parce que je vois que ça polarise les discussions. Donc désolé d'interrompre. Hein, c'est passionnant. On a quand même malgré tout bien entendu vos points de vue à chacun sur cette partie-là. Donc on approche de la fin de ce webinaire parce que si on veut que les gens regardent jusqu'au bout, si on fait 1h30, ça va être compliqué. Donc là, on en est déjà à presque 1 heure. Je voudrais vous demander, et vraiment je vous demande si c'est possible très brièvement, un petit peu on est comme on l'a dit, hein, mi-mars 2025, votre scénario pour l'année 2025 et quels impacts finalement sur les fonds que vous gérez. Hein. Donc Mansour, ça va être la SCPI nouvelle plus les fonds professionnels. Chez Swiss Life, ça va être les OPCI, les SCPI et puis des SC plus éligibles dans les contrats assurance vie. Et Laurent, on est sur les foncières cotées. Donc je vais commencer par toi Laurent et puis on finira par votre actualité commerciale pour conclure. Voilà, si vous voulez nous mettre des petits points en avant par rapport à ça. Laurent, par exemple, toi, le scénario 2025 sur les foncières cotées, quel est-il? Est-ce que, par exemple, on est dans un scénario à la 2009 où le marché était au plus bas du plus bas avec un rebond sur 5 ans de 150%? Quel est ton scénario sur l'année 2025? Alors, 2025 ou à 5 ans là en l'occurrence, mais qui est notre durée de placement recommandée. Qu'est-ce qu'on fait? On aborde, on l'a dit, il y a de l'incertitude, Trump a créé de l'incertitude, mais le monde est incertain par définition. Il y a peut-être un peu plus d'incertitude que d'habitude structurellement, même si en fin de compte l'état du monde en paix est plutôt l'équilibre instable et la guerre, quand on regarde l'histoire, est plutôt l'état le plus probable. Donc, mais oui, il y a de l'incertitude. Alors face à cette incertitude, vous faites un petit peu ce que font tous les gens lorsqu'ils sont à la montagne et qu'ils connaissent pas la météo. Ils mettent des chaînes ou ils mettent des pneus neige. Alors sur l'immobilier coté, qu'est-ce que c'est? Nos pneus neige, c'est la décote. D'accord? C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui, l'immobilier coté, c'est la forme de détention immobilière la plus rentable. Pas parce qu'on est géniaux, d'accord? Mais tout simplement parce que au prix des valeurs d'expertise, on rajoute une solde, ça s'appelle la décote. Donc, comment on voit les choses? Vous avez fait référence à 2009-2014. En 2009-2014, il y avait la jambe revenu, hein, le rendement en cash flow. Nous, on parle de rendement en cash flow. Et puis, il y avait la jambe disparition de la décote. Et ce cocktail a permis de faire 150%. La nouvelle incertitude transforme un petit peu l'état donné en disant la jambe cash flow, vous avez un rendement économique de 9% aujourd'hui sur le secteur immobilier coté. Il est toujours là. Ça, c'est les loyers et vous rapporte du 9% in fine, avec du levier. Et puis, il y a la jambe capital où là, qu'est-ce que va faire le capital? Est-ce que les cours de bourse vont prendre 50%, 20%? Et ça, c'est l'incertitude sur l'univers de la réduction. Dans tous les cas, on est très serein. Pourquoi? Parce que déjà, notre première jambe nous rémunère suffisamment. Et puis, il y a un aléa, c'est est-ce que la décote va se réduire et va permettre une revalorisation en capital, comme elle a fait en 2009-2014 et permis ces performances qui ne peuvent 150% sur un actif qui répond à un besoin de base, ça montre bien où on en était en 2009. Hein, mais vous vous rappelez, 2009 c'était le dividende du subprime. Donc voilà, c'est l'équilibre long terme de ce secteur, c'est d'être en capacité de faire des performances qui sont celles du rendement indexé. C'est un besoin de base, donc un rendement indexé à l'économie réelle, ça s'appelle le PIB en valeur, ça fait 2, 3, 4%. Vous y rajoutez un rendement de 5, 6, vous êtes à 10% économiquement à peu près en capacité de faire ça.
Comme on ne l'a pas réalisé depuis un certain nombre, le secteur est très en retard. Donc nous, on a beaucoup de clients et de prospects aujourd'hui sont très intéressés par l'immobilier coté parce que tout le monde constate que la situation est on décote alors même que les valeurs d'actifs ont baissé. On pourrait décoter en attendant la baisse des valeurs d'actifs. Ça, c'était la situation il y a 2 ans. Aujourd'hui, on a baissé de 15 à 20% les valeurs d'actifs et en plus on décote. Donc voilà, donc on est vraiment, sur un chemin avec pas mal de sécurité malgré cette incertitude. Voilà un petit peu l'idée. Merci Laurent, c'était un tout petit peu plus long que ce que j'avais escompté, mais c'était passionnant. Désolé. C'est pas grave. On fera plus court sur les actualités commerciales pour conclure. Julien, brièvement, pareil, le scénario de la maison sur 2025, même si on a déjà évoqué plein de choses. Hein. Ouais, je vais pas revenir sur les incertitudes conjoncturelles. J'espère le plus possible conjoncturelles parce qu'on parle quand même de sujets géopolitiques forts. Majeur. Ouais. Mais on doit quand même voir que l'immobilier a déjà énormément corrigé, a recomposé les primes de risque et que en tout cas, nous, on a la conviction que c'est le moment, alors de façon granulaire, de façon décentralisée, pour suivre l'évolution post-Covid dont on a parlé, etc. C'est le moment d'investir. Et c'est pour ça qu'on a lancé une nouvelle SCPI il y a moins d'1 an, qui a vocation à investir dans les territoires de façon décentralisée, de façon opportuniste, de façon diversifiée, en France et aussi aujourd'hui en Europe du Sud, parce qu'on pense que la France présente davantage d'instabilité politique jusqu'en 2027. L'Europe du Sud, notamment l'Espagne, est un peu plus stabilisée. En tout cas, on va investir de façon granulaire, diversifiée sur le plan géographique et typologique. Et on a lancé une nouvelle SCPI pour capter ce bon momentum en termes de valeurs. Les valeurs de marché sur lesquelles rentrer sur des actifs sont très bonnes. On a des actifs qui sont très bons, des locataires qualitatifs, permettant de distribuer dans des emplacements, dans des zones centralisées qui sont très qualitatives, à des niveaux de rendement qui sont autour de 7,5, 8. On arrive à acheter des choses très qualitatives aujourd'hui à ces niveaux-là, avec un objectif de distribution de plus de 6,5%, non garanti, je suis obligé de le dire. Et je peux pas encore communiquer parce que la CPI a moins d'1 an, mais on va très rapidement avoir 1 an d'existence et on va pouvoir communiquer sur une performance bien au-delà de cet objectif de performance qu'on s'était fixé. Voilà. Et dernier point, c'est une SCPI 0 frais, c'est-à-dire pas de com de souscription, donc on est seulement rémunéré sur la com de gestion, donc il y a un alignement d'intérêt total entre la société de gestion et le porteur de part, puisque plus on génère de revenus, plus c'est vertueux pour le porteur de part et plus nous on est rémunéré. Et en plus, le pas avoir de com de souscription, ça veut dire que quand il y a une collecte de 100, il y a 100 qui est au travail, puisqu'on va investir sur une base de 100 et pas de 90 pour des CPI qui présentent une com de souscription. Globalement, c'est ça. Il y a des petites nuances, mais globalement, c'est ça en ordre de grandeur. Voilà. Donc voilà les CPI, mais on a d'autres fonds, j'ai pas le temps de les évoquer. On a une SCI qui collecte aussi, qui marche très bien, qui est plutôt fonds de fonds, qui permet d'être très flexible sur des capacités d'investissement et qui s'appelle Tendance Pierre, mais j'en parlerai peut-être une prochaine fois. Donc du coup, vous avez débordé sur la dernière question qui était l'actualité commerciale. Alors juste le nom de la SCPI, comme ça vous aurez fait cette partie-là. C'est la SCPI Mistral Sélection. Voilà. Bon bah super. Merci beaucoup du coup. Donc Mansour, le scénario vraiment rapidement parce que là on a ultra débordé et puis l'actualité. Je crois qu'on va parler du coup de votre SCPI chez MK Reason. Le scénario, je pense la prochaine fois faire un webinaire de 3 heures parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels on a envie de s'exprimer. Scénario 25, il est en ligne par rapport à globalement ce qu'on avait lu en 23, 24 et 25. Alors là où on est assez d'accord, c'est que les prix sont sur un plateau bas, ça veut dire que les valeurs de l'immobilier coté non coté, on a globalement atteint le bas et on est même sur des points d'inflexion. Nous, le scénario 2025, alors on a 2 zones de prédilection. Je rappelle qu'on peut investir dans tous les pays de l'OCDE et qu'on suit tous les pays de l'OCDE d'un point de vue analyse de marché. Aujourd'hui, si je regarde l'Europe, les voyants sont au vert. Nous, on se dit c'est le meilleur moment d'accélérer sur l'Europe. Pas sur la France, on fait pas de France. On est très européen hors France, avec un cap sur les pays anglo-saxons de l'Europe, donc principalement le Royaume-Uni,
Royaume-Uni, l'Irlande, un peu de Pays-Bas. Je reviendrai tout à l'heure sur les États-Unis. Après, sur les classes d'actifs, c'est le grand retour, hein, c'est le grand retour du commerce qui devient l'actif pauvre, et ça a du sens hein, avec les relances de la croissance économique, etc. Donc, je rappelle que en Europe, donc on a quand même des signes positifs, la croissance de, les gens se remettent à emprunter, se remettent à consommer. Donc voilà, donc on est surpondéré sur le commerce, pour le dire. On reste pondéré sur la logistique, qui est une classe d'actifs qu'on aime bien, même si elle est en maturité de cycle. Par contre, sur une logistique très technologique, donc là aussi, on est très sélectif sur les typos. L'hôtellerie, moi j'aime beaucoup l'hôtellerie, mais voilà, on fonctionne toujours à contre-cycle. On a acheté de l'hôtellerie à partir de juillet 2020, quand personne n'en voulait. On a arrêté d'en faire globalement à 2022, quand tout le monde a commencé à en faire. Là, on reste très opportuniste sur la classe en fonction de certains pays. Et après, le bureau, comme je l'ai dit, hein, on continue à faire du bureau avec des conditions. Donc, pour moi, je pense qu'il va y avoir un retour de marché plus... Alors, on le voit, hein, les transactions commencent. Le 4e trimestre a été plus important. C'est la première hausse dans les volumes de transactions depuis 2022. Donc, depuis la chute, la première fois qu'on commence à revoir une reprise du marché. À quelle vitesse ça partira, ça c'est la grosse inconnue. Nous, on attend de voir. Mais oui, il y a un retour de balancier avec des fonds qui vont revenir sur le marché, créer un peu plus de dynamisme. Mais attention, faut savoir dans quel endroit investir. Voilà. Merci. Et l'actualité commerciale, donc c'est la SCPI Reason lancée le 30 octobre. Alors, Reason lancé le 30 octobre. Rapidement, Mansour, parce que là... Bah, j'ai 2 minutes, ça prendra pas plus que ça, parce que on vend pas de marketing, donc on vend de la gestion, et j'ai pas mal parlé là-dessus. Pour nous, Reason, c'est pas une nouvelle, c'est pas encore une SCPI, c'est pas une jeune SCPI. Hein. Moi, j'ai évolué dans le monde de la SCPI pendant des dizaines d'années, donc j'ai envie de dire, on a attendu. Pareil, tout comme on regarde les cycles immobiliers, on a attendu le meilleur point d'entrée sur le marché pour s'y positionner. Et c'est ce qu'on a fait avec Reason, qui a été lancé le 30 octobre 2024, qui est une SCPI qui a vocation à être très diversifiée, que ce soit sur la géographie où on cible les 38 pays de l'OCDE. C'est la SCPI la plus large, avec un terrain de jeu le plus large. Et là, on est très agnostique sur les classes d'actifs. En fin de compte, l'immobilier, on regarde avec une logique de performance avant tout. Voilà. Et Reason, il faut quand même le dire, on peut le faire, on a voulu le faire dans tous les cas, parce que on a monté un modèle de gestion quantitative en interne. Ça fait 5 ans qu'on travaille dessus. On intègre beaucoup de data sur tous les marchés. 420 villes au monde sont couvertes, ce qui représente globalement 3000 cycles couverts, calculés en temps réel. Hein. Donc on le fait sur le non-côté. Sur le côté, ça existe, mais sur le non-côté, c'était un gros challenge. On l'a fait, et aujourd'hui, ça nous permet d'être très à l'aise dès lors qu'on veut envisager les marchés, d'aller sélectionner les meilleurs points d'entrée en fonction des cycles. Voilà. Merci Mansour. Et du coup, Laurent, pour l'actualité commerciale, si on va clôturer par ça. Bah écoutez, nous on a sur l'immobilier coté, on a 2 fonds. On a un fonds OCC 21 qui est un fonds qui s'adresse à des investisseurs qualifiés parce qu'il faut un montant minimum de 100 000 euros, mais qui est dédié aux centres commerciaux. Nous aujourd'hui on considère que les centres commerciaux c'est la typologie d'actifs la plus intéressante à la cote. Donc ça c'est le fonds OCC 21. Et puis sur immobilier 21, de nouveau on a une cote pas importante de centres commerciaux. On est un peu plus prudent sur le bureau, notamment périphérique. Voilà, et donc ça c'est le fonds Immobilier 21 qui est un fonds qui s'adresse aux partenaires CGP notamment. Là, voilà. Dans lequel on retrouve nos convictions sur les centres commerciaux notamment. Parfait. Eh ben messieurs, il ne me reste plus qu'à conclure donc ce webinaire Immobilier Patrimoine 24 en partenariat avec Wanimo. Donc merci pour ces échanges animés, dynamiques. Hein, c'était très intéressant. On a dépassé, mais parce que vous aviez des choses à dire sur ce que disait l'autre par avant. Donc merci à vous. On vous souhaite bien évidemment une très belle année 2025 sur les performances, sur la collecte. Et puis on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire Patrimoine 24.